Le débat sur les euromissiles, Yuri Andropov renouvelle ses propositions qui impliquent la prise en compte des forces nucléaires françaises et britanniques. Augmentation record du revenu des agriculteurs en France, un peu plus de 9% en 82. La jeunesse et la musique, à l'honneur à Évian, ouverture du premier festival musical de la saison. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce sont les meilleurs résultats enregistrés en France depuis 10 ans et leur publication alimente le paradoxe au moment où l'attention reste vive dans le monde paysan, mobilisé pour obtenir de nos partenaires européens la hausse la plus élevée possible des prix agricoles pour la prochaine campagne. Les chiffres prouvent en effet que le revenu agricole en France a augmenté de 9,1% l'an dernier. 1982 a donc été pour les agriculteurs la meilleure année depuis 1973, qui reste cependant l'année record. Bien sûr, cette augmentation du revenu agricole correspond à une moyenne qui masque en fait des disparités importantes selon les types de production et selon les régions. Jean-Louis Calmejane. Le chiffre de plus 9,1% de revenus agricoles moyens, c'est exceptionnel et ça cache aussi d'énormes disparités. Une fois de plus, la France agricole est coupée en deux. Cette année encore, les plus riches se sont enrichis. Ce sont en effet les producteurs de champagne, mais aussi ceux des grandes plaines céréalières du Nord et du bassin parisien. Les agriculteurs du département de la Marne, par exemple, ont vu leurs revenus augmenter de 109% entre 81 et 82. Par contre, les agriculteurs de 25 départements, pour la plupart situés au sud de la Loire, ont vu leurs revenus baisser. Raison principale, baisse du cours des fruits, mais aussi de la viande de mouton et sécheresse de l'été 82 qui a touché des régions comme le centre et le sud-ouest. Il convient cependant de relativiser ces 9,1%. En effet, depuis 8 ans, c'est la première fois que le revenu agricole moyen augmente tant. Entre 70 et 82, le revenu reste encore négatif, il recule de 0,2% par an. Mais au-delà de ces chiffres, il y a des signes qui ne trompent pas et qui laissent à penser que l'agriculture française va mieux. Par exemple, l'augmentation du revenu moyen agricole a pu se faire l'année dernière malgré une nette diminution des subventions publiques accordées traditionnellement à l'agriculture. Grâce aussi à l'autodiscipline que commencent à s'imposer les agriculteurs qui désormais produisent davantage en dépensant moins. Et grâce surtout à la météo, mais là, personne n'y peut rien. Reste, et c'est surtout là le principal, reste d'énormes disparités à combler. En effet, une fois de plus, au risque de se répéter, plus que jamais, on peut encore parodier Pierre Dac en disant qu'aujourd'hui, il vaut mieux être riche, gros producteur de champagne que pauvre, petit éleveur de Lozère. La Commission de Bruxelles refuse de prendre en compte la demande française de démantèlement immédiat d'une partie des montants compensatoires monétaires français, demande déposée hier. Il faudra attendre la reprise des négociations agricoles le 16 mai prochain. Les cafetiers rappelés à la rigueur, après les bouchers et les poissonniers, les débitants de boissons vont devoir à leur tour modérer la hausse des consommations et même dans certains cas diminuer leur prix. C'est le sens de la décision prise aujourd'hui par le Comité national des prix qui estime que les cafetiers ont augmenté trop rapidement le prix des boissons non encadrées. Retour à la normale aujourd'hui dans les centres hospitaliers universitaires où les internes et les chefs de clinique, sauf à Nice, ont repris leur travail. Retour à la normale ou presque, puisque plusieurs catégories de médecins hospitaliers poursuivent leur grève, notamment certains patrons, les médecins attachés et assistants des hôpitaux publics et certains anesthésistes. Jérôme Camilly a passé la journée à l'hôpital Laennec à Paris. Bien sûr, c'est la reprise à l'hôpital, mais une reprise lente, dans une ambiance un peu lourde. Les malades reprennent le chemin de l'hôpital, mais on ne se bouscule pas encore au service des admissions. On voit plus de blouses blanches dans les couloirs, c'est sûr. Mais l'activité, les lits sont toujours aussi occupés qu'ils l'ont été pendant la grève, dans la mesure où le service était un service ouvert sur les urgences et n'a donc pas pu fonctionner en fermant les lits comme les services de chirurgie ou les services de spécialité. Au surlendemain de cette suspension de grève, quelle est votre réaction, quel est votre sentiment? L'amertume. Nous avons obtenu certains points, mais les promesses sont très générales. Nous sommes tout à fait d'accord pour cette concertation et pour laisser le temps aux négociations. Ceci dit, nous sommes prêts à nous remobiliser si, au terme des négociations, rien n'a été obtenu. On reprend des rendez-vous qui avaient été repoussés et les consultations sont de nouveau assurées. Le personnel hospitalier se sent rassuré par la présence des médecins, mais cette grève d'une certaine façon a sûrement modifié un peu les rapports.
Et je pense que d'ici lundi prochain, les hôpitaux retourneront d'une manière à peu près normale. Après 6 semaines de grève, on se sent comment? Dans quel état d'esprit est-on? État d'esprit tout à fait serein. Je pense simplement qu'il faut bien préciser qu'on n'a pas arrêté la grève, on l'a simplement suspendue, et que dans ces conditions, nous restons tout à fait vigilants sur les négociations à venir. Ce que cette grève a coûté, on ne peut pas encore le chiffrer, mais chacun est bien conscient qu'il faut que l'hôpital tourne quoi qu'il arrive. On peut parler de reprise tout à fait normale, mais dans ce service, il n'y a jamais eu d'interruption du travail, des activités normales. C'est-à-dire que vous aviez vos chefs de clinique présents? Nos chefs de clinique et nos internes ont été présents pratiquement en permanence. Ils étaient de cœur associés à ce mouvement parce qu'ils avaient indiscutablement des revendications justifiées. La majorité traditionnellement silencieuse des malades ne s'est pas exprimée, mais il faut dire aussi que les candidats à l'hôpital n'ont pas encore renoué le contact avec ceux qui les soignent d'ordinaire. Actuellement, c'est sûr que le service n'est pas totalement plein, mais il y a des entrées aujourd'hui et dans les jours à venir, donc je pense, comme je vous l'ai dit, que dans le courant de la semaine prochaine, le service tournera à peu près normalement. Est-ce que vous avez le sentiment que désormais la vie de l'hôpital va reprendre comme par le passé, qu'il n'y aura pas d'altération, que l'image de marque ne sera pas un petit peu affaiblie? Pour ma part, je ne le pense pas. Je pense que l'opinion publique a compris notre problème et je pense que donc les gens vont revenir à l'hôpital avec la fin de cette grève. Quoi qu'il en soit, tout le monde espère que cette grève, unique dans le monde hospitalier français, ne se reproduira pas de sitôt. Les médiateurs nommés par le Premier ministre se sont entretenus avec des représentants des étudiants en médecine qui, eux, vous le savez, poursuivent leur grève. Un calendrier de rencontres régulières a été établi et pourrait aboutir avant la fin de la semaine prochaine à une plateforme d'accord. L'agitation continue dans certaines villes de province. 4 étudiants en médecine blessés à Lyon, 2 étudiants blessés à Toulouse au cours de manifestations cet après-midi. À Strasbourg, un ancien chirurgien dentiste de 80 ans qui participait hier à une manifestation d'étudiants en chirurgie dentaire est mort dans la nuit après avoir été renversé et écrasé par un automobiliste qui voulait forcer un barrage de manifestants. L'automobiliste a été inculpé aujourd'hui d'homicide involontaire. Pour ce qui est de l'agitation estudiantine dans les autres facultés, le ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, a précisé qu'il souhaitait toujours que son projet de loi sur l'enseignement supérieur soit examiné à l'Assemblée au cours de la session de printemps, donc à partir du 24 mai prochain comme prévu. Mais la loi ne sera votée qu'à l'automne, compte tenu des navettes entre l'Assemblée et le Sénat. Le ministre a précisé au cours d'une conférence de presse que la disposition qui agite le plus les étudiants, c'est-à-dire une éventuelle sélection en fin de deuxième année, la disposition pourrait être reformulée. Dans notre dernier journal, tout à l'heure à 23h15, Claude Sérillon recevra 2 étudiants de tendance opposée, l'un de la faculté d'Assas, l'autre de Tolbiac, qui expliqueront les motifs de leur inquiétude. À l'Assemblée nationale, les députés ont poursuivi aujourd'hui l'examen du projet de loi sur les droits et obligations des fonctionnaires. En quoi consiste ce projet? Jean-Louis Le Sel. Le projet d'Anicet Le Pors est d'étendre le statut des fonctionnaires dont bénéficiaient jusqu'à présent 900 000 personnes aux 2 300 000 agents de la fonction publique, aux 800 000 agents des collectivités territoriales, régions, départements, communes, et aux 600 000 agents du secteur hospitalier. Sont exclus du projet les fonctionnaires des assemblées parlementaires, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires. 3 volets dans ce texte: l'égalité d'accès aux emplois publics, l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, enfin ce qu'on appelle la citoyenneté, un terme flou qui recouvre cependant d'abord et surtout le droit des fonctionnaires à la grève, ensuite le droit d'opinion, dans les limites bien sûr de l'obligation de réserve, et puis le droit à la formation continue. Par ailleurs, le projet Le Pors accorde aux organisations syndicales le rôle prépondérant de négocier avec les pouvoirs publics. Mais si le nouveau statut confère des droits aux fonctionnaires, il précise également leurs obligations. L'obligation de se consacrer exclusivement à leur activité publique, pas de cumul avec le privé donc, l'obligation d'obéissance hiérarchique et une nouveauté, l'obligation d'informer le public.
Au total, le projet qui sera voté cette nuit par l'Assemblée nationale concerne 4 millions de fonctionnaires, le 5e de la population active française. Ce n'est pas rien. Au cours des questions d'actualité à l'Assemblée cet après-midi, vif accrochage entre le Premier ministre et le président du groupe RPR, Claude Labbé, sur le thème d'un complot de l'opposition évoqué par certains responsables socialistes. Monsieur Labbé a demandé au Premier ministre de désavouer ses propos. Monsieur Mauroy, tout en récusant une vision policière de l'histoire, a affirmé, je le cite, qu'il n'avait pas la naïveté de croire que l'opposition ne cherche pas à récupérer et à exploiter certains mécontentements. Fin de citation. Pourtant, les observateurs s'accordent à constater la discrétion relative qu'observent les principaux dirigeants de l'opposition vis-à-vis des différents mouvements de contestation autour de la politique du gouvernement. Le président du RPR, Jacques Chirac, rompt le mutisme qu'il observait jusqu'ici dans un entretien que publie aujourd'hui notre confrère Le Monde, un entretien où M. Chirac mesure très nettement ses propos, Albert Duroy. Oui, voilà un mois que les journaux sont remplis de comptes rendus de manifestations et de mécontentement, de commentaires plus ou moins méchants sur l'attitude du pouvoir. Et que dit dans Le Monde Jacques Chirac, le leader réputé le plus agressif de l'opposition, je le cite, « La solidarité n'est jamais aussi difficile que lorsqu'elle devient moralement plus nécessaire. Nous souhaitons l'apaisement des conflits, non leur aggravation. Les efforts de tous doivent tendre vers le seul objectif du redressement national. » Solidarité nécessaire, redressement national, on croirait entendre Pierre Mauroy ou François Mitterrand. Alors, que signifie ce langage tout à fait paradoxal? J'y vois deux explications. D'abord, que Chirac, héritier de la tradition gaulliste, sait mieux que personne que les Français sont profondément légitimistes. On parle beaucoup, à propos des manifestations de rue de mai 68. Chirac n'a pas oublié comment s'est terminé le désordre généralisé qui a fait trembler le pouvoir en mai 1968 par un raz-de-marée électoral en faveur de ce pouvoir. Réflexe légitimiste qui jouerait peut-être aujourd'hui en faveur de la gauche. Jacques Chirac veut éviter que l'opposition puisse être accusée de ne pas jouer le jeu des institutions républicaines. Deuxième explication, personne ne peut ignorer qu'une compétition sans merci est d'ores et déjà engagée entre Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre et Jacques Chirac en vue de la prochaine élection présidentielle. Le handicap du président du RPR, c'est sa réputation de bout de feu, d'agité, d'extrémiste. Par sa mesure, par sa discrétion, Jacques Chirac veut modifier cette image de marque. Reste à savoir si son tempérament lui permettra de tenir longtemps ce registre mesuré. Reste à savoir surtout si l'extrémisme et la virulence de certains de ses adjoints et d'une partie de ses troupes ne viendront pas un jour balayer cette stratégie personnelle de modération. Dans un sondage que publie cette semaine Paris Match, deux choses à noter. La cote favorable du chef de l'État baisse de 2 points par rapport au mois dernier, 46% de Français satisfaits en avril. L'autre élément intéressant montre le renversement de tendance affiché par les Français vis-à-vis de l'Union soviétique. Il y a 2 ans, 52% des Français souhaitaient plutôt une politique de conciliation vis-à-vis de Moscou. Cette fois, ils sont 52% à préférer une politique de fermeté. Deuxième jour de la visite officielle en Chine du président Mitterrand, un accord de principe paraît acquis pour la vente à la Chine de 4 réacteurs nucléaires français. Mais sur le plan politique, le Cambodge reste un point de divergence entre Français et Chinois. La journée du président à Pékin, sur place, Bernard Pradino. La France et la Chine ont beaucoup de choses à dire ensemble sur les affaires du monde. Si je reprends cette phrase de M. Mitterrand, c'est pour montrer que dans ce voyage, c'est bien l'aspect politique qui est le plus important. Équilibre des forces entre les superpuissances, rapport entre pays riches et pays pauvres, la situation au Cambodge, voilà les thèmes de discussion. Si l'on trouve un accord sur les grands problèmes politiques, il est plus facile ensuite d'améliorer les échanges économiques, commerciaux et culturels entre les deux pays, entre la Chine et la France. Développer les échanges ne sera pas compliqué. Il y en a peu. Et aujourd'hui, alors que la Chine voudrait se moderniser et qu'elle représente un énorme marché, les conversations entre ministres ont permis de déboucher sur des contrats de coopération pour le nucléaire, les télécommunications, l'assistance technique aux entreprises chinoises, tout ceci dans un esprit de transfert de technologie d'un pays avancé à un pays qui veut se développer. Coopération culturelle également, exemple, enseignement du français à la télévision chinoise. On n'a pas parlé des Mirage 2000, il est vrai que M. Zhao Ziyang, le Premier ministre, avait dit ce matin aux journalistes que son pays n'avait pas assez d'argent pour les acheter.
Ce matin, le président Mitterrand avait rencontré M. Hu Yaobang, le secrétaire général du Parti communiste chinois, l'un des 3 hommes forts du régime, avec M. Zhao Ziang, le Premier ministre, et M. Deng Xiaoping, le président, que M. Mitterrand verra demain matin. Les conversations les plus longues, en tête-à-tête avec M. Zhao Ziang, ont été en fait l'élément moteur de ce nouvel essor entre la France et la Chine, ce qui permet de faire coïncider les 2 sphères, économiques et politiques. Les 2 pays ont des convergences d'ensemble sur le désarmement, l'indépendance nationale, un meilleur rapport économique entre le Nord et le Sud. La divergence relative porte sur le Cambodge. Les troupes vietnamiennes doivent quitter ce pays, mais de quelle façon et pour quelle coalition au pouvoir? La discussion sur ce point a, semble-t-il, été très longue. Hospitalité et tradition chinoise, la journée s'est terminée par un spectacle. Demain, Pékin encore, puis à partir de vendredi, Nankin et Shanghai. En toile de fond de cette visite officielle française, la Chine, sous la férule de Deng Xiaoping, change en profondeur. Ainsi, sur le plan économique, et contrairement aux édits de Mao Tse-tung, les Chinois réapprennent une notion qui améliore sensiblement leur train de vie, la notion du profit. Patrick Clément et Christian Hiroux l'ont constaté en allant rencontrer un pêcheur qu'ils avaient rencontré il y a quelques années. En 1980, alors que nous croisions l'équipe cycliste de Shanghai, nous allions à la rencontre de Lei Fong, le pêcheur. Vous allez pouvoir en apporter un petit peu à votre femme de votre pêche, là. Non, ce n'est pas possible. L'ensemble de la pêche appartient à la collectivité. Cette dépendance totale vis-à-vis de la commune populaire touchait 800 millions de paysans chinois. Mais 3 ans après, pour ce pêcheur, tout a changé. Il faisait partie de la Chine la plus pauvre. Maintenant, il fait partie de cette Chine qui est en train de devenir la plus riche, celle des paysans, celle des pêcheurs. Miracle? Non, pas du tout. Le gouvernement les a simplement intéressés aux bénéfices. Et ça, c'est un changement absolument radical. Oui, l'esprit d'initiative s'est immédiatement développé. Avec l'application du système de responsabilité, tout le monde travaille avec ardeur et la production ne cesse de s'accroître. La production ne s'est pas simplement accrue. Elle a littéralement fait un bond en avant. 89% des équipes de production sont passées sous le système de responsabilité, d'où une impression de mieux vivre, ici comme ailleurs, à la campagne. Lei Fong est heureux. Il a un fils, et oui c'est vrai, sa famille jouit d'un confort inespéré il y a 3 ans encore. En 2 ans, j'ai pu acheter un téléviseur, une machine à coudre et un ventilateur. Alors maintenant, c'est un signe de prospérité, puisque vous avez un téléviseur, vous avez une machine à coudre, vous êtes presque riche. Oui, c'est vrai, maintenant, notre niveau de vie s'est amélioré. Le principe si célèbre de la commune populaire est en train de disparaître pour faire place à un système coopératif bien plus profitable aux paysans. Par exemple, les amis de Lei Fong partent avec leur barque vers Shanghai chargés de sacs bourrés d'engrais. Cet engrais leur appartient et sera vendu sur un marché libre. Les marchés libres. Ils sont en train de bouleverser le système social chinois. Ici, l'acheteuse discute le prix avec le vendeur, mais sans succès. De guerre lasse, elle abandonne un poisson. Scène impensable dans un marché d'État où les prix sont définitifs. Et c'est ainsi que se dessinent tout doucement des différences sociales au profit du monde rural. S'agit-il vraiment de propositions nouvelles ou s'agit-il d'un habillage différent?
qui permet au Kremlin de relancer le débat sur les euromissiles, de gagner des points sur le terrain psychologique sans faire de concessions sur le fond. La circonspection est de rigueur dans les milieux occidentaux après l'annonce hier soir de nouvelles propositions émises par le secrétaire général du Parti communiste soviétique, Yuri Andropov, à l'occasion de la visite de son homologue d'Allemagne de l'Est et 2 semaines avant la reprise des négociations de Genève. Georges Bortoli. Les propositions que M. Andropov avait faites dans son discours du 21 décembre, il les reprend aujourd'hui avec une constante et un changement. Le changement d'abord, M. Andropov avait dit le 21 décembre, nous pouvons réduire nos fusées visant l'Europe occidentale à un nombre égal à celui des fusées françaises plus les fusées britanniques. Ceci, bien sûr, si les Américains ne déploient pas leur Pershing. La réponse des Occidentaux fut alors immédiate, c'est un faux calcul, puisque vos SS-20 ont 3 têtes indépendantes. Donc, avec une seule de vos fusées, si vous tirez les premiers, vous pouvez détruire 3 des nôtres. Donc, votre compte n'est pas bon. D'accord, dit aujourd'hui M. Andropov, on ne compte plus les fusées seulement, on compte les ogives, comme ça vous avez vraiment votre égalité. Ça, c'est la nouveauté. La constante maintenant, c'est que Yuri Andropov veut toujours inclure dans ce calcul les forces nucléaires françaises et britanniques. Réaction française immédiate et inchangée, pas question d'inclure la force française, la petite force française, dans les calculs d'équilibre et de déséquilibre nucléaire des 2 super grands, super armés, capables de se réduire mutuellement en cendres des dizaines de fois, et nous avec eux. Maintenant, une question. Que cherche M. Andropov avec cette nouvelle proposition? Est-ce à influencer favorablement les pacifistes d'Occident? Il y a de ça, bien sûr. Mais au-delà de cette habileté tactique, y a-t-il aussi une volonté réelle de faire progresser les négociations de Genève qui reprennent le 17 mai? Alors là, il est intéressant de savoir ce qu'on en pense à Washington, et justement, Édouard Lord vient de recueillir la toute première réaction américaine. On semble un peu gêné ici à Washington depuis hier soir en reconnaissant que les soviétiques viennent de faire un pas en avant, mais qu'en fait cela ne résout pas grand-chose sur le fond. Un sentiment de gêne qu'on a parfaitement ressenti dans les propos du secrétaire à la défense Weinberger qui vient d'improviser il y a quelques instants une conférence de presse ici au Capitole. Cela ne démontre pas du tout une volonté de réduction comme l'a demandé le président Reagan. Il y a des tas de choses qui ne sont pas abordées dans cette proposition. Puisqu'on sait que les Anglais et les Français refusent d'inclure leurs forces, ça revient pour les Russes à bloquer la négociation et sans avoir l'air de le faire. Et pure coïncidence, il se trouve qu'hier après-midi, une commission de la défense du Congrès a envoyé une lettre au président Reagan lui demandant d'orienter les négociations de Genève sur la base du décompte des têtes nucléaires. Cela 2 heures à peine avant que ne parvienne ici à Washington la proposition de Yuri Andropov. Ce qui revient à dire que si maintenant Ronald Reagan doit répondre aux soviétiques, il doit aussi le faire sur cette même base, précisément et concrètement à son propre Congrès. À Londres, comme à Paris, on refuse d'accepter toute prise en compte de la force de dissuasion nationale. À Bonn, dans sa déclaration gouvernementale devant le Parlement, le chancelier Kohl a souligné que Moscou n'avait pas encore dit son dernier mot et qu'il fallait exploiter toute possibilité de compromis. Le chancelier allemand ira en visite officielle à Moscou en juillet prochain. L'Iran expulse 18 diplomates soviétiques soupçonnés d'espionnage et d'intervention dans les affaires intérieures de l'Iran. La décision de Téhéran intervient au moment où le régime iranien frappe de front le parti communiste local. Ses dirigeants ont été arrêtés et il vient d'être officiellement dissous. Crise politique ensanglantée en Italie, alors que le président de la République a officiellement dissous ce soir le Parlement. Il accepte ainsi le principe d'élection anticipée provoqué par le Parti socialiste qui a retiré son soutien à la coalition Fanfani. Le Conseil des ministres doit fixer demain la date des élections. En pleine crise politique donc, un attentat à Rome hier soir a grièvement blessé un responsable du Parti socialiste italien. L'attentat a été revendiqué par les Brigades Rouges. Pourtant, en janvier dernier, les dirigeants historiques des Brigades Rouges en prison avaient proclamé la fin de la lutte armée.
En Espagne, une tentative d'enlèvement qui tourne au meurtre à Bilbao, en plein Pays Basque. 2 policiers et l'épouse de l'un d'eux ont été assassinés par des jeunes gens qui cherchaient à les enlever. L'attentat, qui n'a pas encore été revendiqué, serait le fait de l'état militaire. Arrestation à Paris de Marc Monge, un repris de justice recherché depuis l'explosion du 8 mars dernier à Marseille, près de la grande synagogue. L'explosion avait, vous vous en souvenez, engendré une vive polémique à Marseille entre les 2 tours des municipales. Marc Monge, qui était l'ami des 2 hommes qui avaient explosé dans leur voiture en même temps que la bombe qu'ils transportaient, devrait éclairer les enquêteurs sur les raisons de l'explosion. La bombe n'était peut-être pas destinée à être déposée devant la synagogue et l'explosion pourrait être liée à un règlement de compte entre truands de la région. Un mot de sport avec les 2 dernières étapes aujourd'hui du Tour d'Espagne. Bernard Hinault remonte un peu la pente. Il a remporté l'épreuve contre la montre. Au classement général, il est 3e. Il y aura un quartet demain à Évry. Un nom partant le 11. Les pronostics de Pierrette Bresse, vous les voyez, le 1 ou l'As, le 6, le 20, le 12, le 7, le 16 et le 3. Ce n'est pas encore l'été, mais les festivals de musique démarrent. Il y en aura plus de 200 en France d'ici la fin de l'été. Le premier à ouvrir la saison, le 8e Festival international d'Évian, qui accueille pendant 15 jours les meilleurs jeunes musiciens d'aujourd'hui. Georges Bégou est allé faire pour nous une cure de musique. Si chaque année, depuis 8 ans, la musique coule de source à Évian pendant 15 jours, c'est d'abord grâce à une loi qui fait obligation aux casinos, pour garder table ouverte, d'investir une partie de leurs bénéfices dans une entreprise culturelle. C'est ensuite, une fois n'est pas coutume, parce que la culture vient au secours de l'économie dans beaucoup de stations thermales, dont les beaux jours des curistes coloniaux, les riches heures des dames à chapeau qui semblent sorties d'un roman de Proust sont bel et bien révolues. En créant un festival de musique qui comprend le concours de quatuor à cordes le plus coté du monde, Évian pratique un mécénat intelligent et recueille les fruits d'un rayonnement international. C'était la Société des Eaux qui se payait en fait une danseuse avec la station. Eh bien, il faut que la station aujourd'hui vive par elle-même. Il nous faut donc retrouver une nouvelle clientèle, retrouver une nouvelle manière de vivre à Évian. Par exemple, manière de vivre avec la jeunesse et la musique, une musique qui occupe tout, les salons des hôtels, mais aussi les couloirs et les chambres, car il faut bien préparer le concours dont le niveau international est redoutable. Le quatuor est une discipline difficile, ingrate, demande une pratique tout à fait régulière, une pratique individuelle, parce que les partitions sont techniquement difficiles et qu'il faut tout d'abord les préparer individuellement et ensuite un important travail en commun. Et il est important pour un jeune quatuor de se faire entendre par un jury international, de se faire entendre par les critiques de la presse. On peut tout à fait penser que le côté concours ou côté compétition a quelque chose de contradictoire avec l'idée de l'art musical. C'est plutôt un côté sportif, mais la perfection technique est exigée. Je crois que surtout dans un concours de musique de chambre, on juge le niveau artistique des jeunes candidats. Le festival, c'est aussi cette centaine de jeunes gens de 18 à 20 ans qui mangent de bon appétit et qui constituent l'orchestre symphonique de l'Institut Curtis de Philadelphie. Ils viennent confronter leur jeune talent à celui des grands noms de la musique contemporaine. Ce qu'il y a de bien ici au Festival d'Évian, c'est qu'on rencontre de grands compositeurs et de grands musiciens avec qui vraiment on rentre dans l'essentiel de la musique. C'est très rassurant pour un compositeur quand il trouve tellement de compréhension et tellement d'enthousiasme. En harmonie, un mot du temps demain, Alain Gillot-Pétré. Oui, en harmonie.
pour vous annoncer la chaleur qui venait du sud. La pochette rouge, c'est la pochette de chaleur. Pourquoi? Regardez avec ce joli tableau de Sora derrière moi la photo satellite. Eh bien, c'est assez simple. Avec cette perturbation ici qui s'approche de la France, il va y avoir un flux de sud-ouest à sud, mais plutôt sud, qui va s'installer sur notre pays et qui va apporter également ces nuages-ci venus d'Afrique du Nord et d'Espagne et qui apporteront des orages. Donc c'est de la chaleur pour demain. J'ai dit chaud, j'ai pas dit beau. Regardez la carte. C'est beau, oui, de l'Aquitaine au nord-est et à la Méditerranée après dissipation des brumes et brouillards matinaux, surtout en Aquitaine et dans le nord-est, ça ne durera pas beaucoup. Quelques nuages d'altitude seulement sur la Méditerranée, et le soir, peut-être quelques orages qui passeront par-dessus les Pyrénées sur le golfe de Gascogne. Sur le reste du pays, donc de la Bretagne à la Belgique et à la Manche, c'est un ciel plus chargé, surtout le matin, avec un petit passage pluvieux s'en allant vers le nord-est dans la journée, donc encore quelques petites averses, des éclaircies. Et le soir, l'arrivée de la zone de pluie que je vous ai montrée, qui va se bloquer pendant 1 ou 2 jours, nous donnant, bien entendu, ce flux de sud dont je vous parlais. Les températures, regardez, elles sont en hausse importante. Minimum 15 degrés à Rouen, maximum 25 degrés à Toulouse. Oui, j'ai dit 25. Peut-être même davantage sur les Pyrénées, grâce à un effet de feu. Moyenne nationale à 18-19 degrés, ça n'est pas mal, Christine. Demain, jeudi 5 mai, 3 minutes de soleil en plus, levé 6h25, couché 21h09. C'est le dernier quartier de lune, profitons-en, avait bientôt partir, et c'est la Sainte-Judith. À 23h15, Claude Sérillon vous présentera notre édition de la nuit. Demain, 12h45, antenne de midi. À demain, 20h. Très bonne soirée.